Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 29 juin 2025, épisode 339, toujours en direct de l'Inde, mais prêt à partir dans le sud. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme, Bluetooth, des failles exposent votre micro. Des vulnérabilités récemment dévoilées sur le protocole Bluetooth pourraient permettre à des attaquants d'espionner le microphone des appareils connectés. Gestionnaire de mots de passe, le NCSC pousse à adopter des passkeys. Ils ont publié un guide incitant à utiliser des gestionnaires de mots de passe et des passkeys pour renforcer la sécurité en ligne. Iran et ex-hacker de l'OTAN, la trêve inattendue, un ex-pirate lié à l'OTAN aurait mis fin à ses activités hostiles en Iran, selon des sources anonymes. Les détails de cette trêve restent flous mais soulèvent des questions géopolitiques. À lire, mais assez passionnant. USA, création d'une task force cybersécurité, des sénateurs américains proposent une nouvelle task force pour contrer les menaces cyber avec un accent sur la protection des infrastructures critiques et la coopération interagences. Le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël n'a pas d'impact dans le cyberespace. Selon Kanda Bolukbas, un ancien hacker pour longtemps et fondateur de Black Kit, il rappelle que sous l'US Cyber Command, la doctrine Defense Forward prévoit d'attaquer en premier toute menace cyber identifiée. Black Kit collabore avec la NSA et d'autres firmes privées pour échanger des renseignements sur les menaces, notamment liées au risque des fournisseurs tiers. Bolukbas cite son expérience à l'OTAN, notamment une mission de red teaming sur un réseau électrique à Kiev en Ukraine où il a exploité une faille chez un fournisseur pour atteindre le panneau de contrôle. En 2015, Sandworm a ensuite coupé une partie du réseau électrique ukrainien, provoquant des coupures de courant dans des dizaines de milliers d'habitations. Bolukbas estime qu'un scénario similaire pourrait viser Israël ou les États-Unis via des attaques sur la chaîne d'approvisionnement, jugées plus vulnérables que des cibles comme le Pentagone ou la NSA. Il rappelle que la Russie a déjà compromis des entreprises logistiques et technologiques pour collecter du renseignement en Ukraine et utiliser des caméras connectées aux frontières pour suivre l'acheminement de l'aide. Bolukbas évoque aussi le risque lié aux objets connectés domestiques tels que les téléviseurs et IoT, utilisés pour former des botnets et ou détourner du trafic vers des cibles sensibles. Il estime improbable une attaque sophistiquée directe contre des infrastructures majeures américaines sans l'appui de la Russie ou de la Chine qui préféreraient garder leur accès pour leurs propres intérêts stratégiques. Toujours Bolukbas, il cite enfin Stuxnet, développé par les États-Unis et Israël contre les centrifugeuses nucléaires iraniennes durant un cessez-le-feu officiel. Bon. Quand on lit l'article, il n'y a pas beaucoup de sources, c'est quelqu'un qui fait un peu de la promotion de son entreprise. La seule chose que j'ai trouvée intéressante, et c'est pour ça que j'ai commencé cette revue de presse de dimanche sur ce point, c'est qu'aux États-Unis, quand vous avez un mandat avec les différentes autorités gouvernementales, vous pouvez partager de l'information et faire de l'offensif. En France, vous faites ça, ça ne va pas bien se vivre. Vous allez finir chez le juge. Le NCSS nous rappelle que les gestionnaires de mots de passe fonctionnent comme des coffres-forts numériques pour stocker des identifiants de connexion. Alors au début, j'étais très emballé par l'article ainsi que le guideline qu'ils ont fait. Je vous le recommande de le lire, mais il faut prendre certaines choses avec beaucoup de pragmatisme. Il existe sous deux formes, le coffre-fort électronique. Il est intégré au navigateur ou systèmes comme Chrome, Safari, Edge, Firefox, ou proposé par des éditeurs tiers spécialisés. Ces outils aident à générer et gérer des mots de passe forts et uniques stockés grâce à des puces de sécurité ou un chiffrement. Beaucoup intègrent la reconnaissance biométrique pour révéler des mots de passe. Le NSCS recommande de choisir un fournisseur réputé, d'activer la double authentification et de définir un mot de passe principal solide et unique. C'est là que je suis plus tout à fait d'accord avec leur approche. Il faut avoir un mot de passe d'entrée sur son coffre-fort électronique robuste, solide, extrêmement complexe, mais c'est surtout tous les mots de passe doivent être comme ça. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes dans un coffre-fort électronique, vous pouvez faire des mots de passe qui font entre 24, 48, voire 72 caractères. Le tout est de savoir si le service sur lequel vous vous connectez accepte des longueurs de mots de passe aussi longues. Alors, les passkeys, ça représente vraiment une alternative sans mot de passe qui se repose sur la cryptographie avec clé publique. Le terminal va générer deux secrets. L'un reste sur l'appareil, l'autre est transmis au site. Et lors de la connexion, l'appareil prouve sa possession du secret sans la divulguer en utilisant une vérification locale comme le Face ID ou l'empreinte. Les passkeys ont un avantage, ils bloquent l'hameçonnage jusqu'à une certaine limite, car elles sont uniques à chaque site et ne peuvent pas être réutilisées en cas de fuite de données côté site web.
Par contre, si votre poste est compromis, vous avez un attaquant qui a un keylogger qui est en train de regarder tout ce que vous faites, lui va pouvoir le faire. Il y a des plateformes comme Google, eBay ou PayPal qui proposent déjà cette méthode plus rapide et plus sûre qu'un mot de passe classique. C'est à lire, c'est intéressant, c'est au niveau étatique. On apprend certaines choses, il y en a d'autres qui sont, je dirais, de la sensibilisation pour le grand public. Et on ne le répétera jamais assez, on ne stocke jamais, je dis bien jamais, son mot de passe ou ses coordonnées bancaires sur le KeePass ou le coffre-fort numérique du navigateur. Ce truc-là, c'est une passoire. C'est pas au bon niveau. Des sénateurs américains ont présenté un projet de loi bipartisan intitulé Preventing Deepfake Scam Act pour lutter contre la fraude financière facilitée par l'intelligence artificielle. Ce texte prévoit la création d'une task force dirigée par le département du Trésor. Cette cellule regrouperait notamment la Réserve fédérale, le Consumer Financial Protection Bureau et le Federal Deposit Insurance Corporation. Elle devrait analyser l'usage croissant de l'IA dans les escroqueries, l'usurpation d'identité et les délits liés aux données et remettre au Congrès un rapport sous un an. Ce rapport devra détailler comment les institutions financières peuvent utiliser l'IA pour prévenir la fraude, protéger les consommateurs face aux deepfakes et formuler des recommandations politiques et réglementaires. Bref, c'est un projet cible qui va en particulier se diriger vers tout ce qui est imitation de voix et de vidéo. Ça fait très très peur, ça trompe les victimes, ils obtiennent de l'argent assez facilement et la Federal Trade Commission indique qu'il y a plus de 12,5 milliards de dollars ont été volés via des fraudes l'an dernier, soit une hausse de 25%. Le texte s'inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les abus liés au deepfake après un vote de la Chambre visant la pornographie deepfake non consentie. Un autre projet prévoit une campagne nationale de sensibilisation pilotée par le département du commerce pour aider le public à détecter les contenus générés par l'IA. C'est pas gagné. Alors pour finir cette revue d'actualité, pour ce dimanche, j'ai retenu des failles de sécurité qui affectent des puces Bluetooth. Aeroa s'est présenté dans 29 appareils audio des 10 marques les plus célèbres. On trouve du Beyer Dynamic, du Bose, du Sony, du Marshall, du Jabra, du JBL, du G-Lab, de l'Iris Max, du Moer Labs et du Teufel. Les équipements concernés incluent enceintes, écouteurs, casques et micros sans fil. Des chercheurs de l'entreprise ERNW ont présenté 3 vulnérabilités lors de la conférence Troopers en Allemagne. La CVE 2025-20700, elle a quand même un score CVSS de 6.7, c'est une absence de notification pour les services GATT. La CVE 2025-20701, toujours avec un score CVSS de 6.7, c'est une absence de notification pour le Bluetooth BRDR. Et la CVE 2025-20702, avec un score CVSS un peu plus élevé à 7.5, c'est une capacité critique d'un protocole personnalisé. Ces failles permettent d'intercepter la connexion, le lancer des appels via le profil Bluetooth and Free Profile et d'écouter les conversations. C'est surtout ça le vrai sujet. Un code d'exploitation a permis de lire la piste audio en cours et de déclencher un appel vers un numéro arbitraire en récupérant des clés Bluetooth. Selon la configuration du téléphone, un attaquant peut accéder à l'historique des appels et aux contacts. Les chercheurs évoquent aussi un scénario où le micro-logiciel serait réécrit pour permettre l'exécution de codes à distance et la propagation d'un vers. Ces attaques nécessitent une proximité physique, mais ça se fait dans un cinéma, ce genre de choses. Un haut niveau technique et ce qui limite le risque de cible. Vraiment, ça va cibler les gens à forte valeur, les VIP, quoi, ou les gens qui veulent espionner certaines personnes. Aeroa a fourni un SDK mis à jour et les fabricants déploient des correctifs. Mais pour plus de la moitié des appareils, le dernier micro-logiciel date du 27 mai ou avant cette mise à jour. Alors, je voulais partager avec vous, j'ai reçu un mail d'une femme qui a un cyberharcèlement et elle me demande des conseils de comment aborder cette situation. Ça fait plusieurs années qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelqu'un fait du doxing sur lui. Donc, le doxing, c'est quand des gens commencent à vous traquer, à vous fliquer, etc., à savoir qui vous êtes. Et elle le vit vraiment pas bien. Et sur Radio Cessort, moi, je fais de la revue d'actualité, je fais de la cybersécurité, mais pas du... Là-dessus, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire, c'est aller déposer plainte. Il faut vraiment ne pas hésiter. Et c'est le conseil que je donne à vous tous, que vous soyez un auditeur ou une auditrice. Si vous constatez de l'harcèlement au niveau de... Là, on parle de cyberharcèlement. Cherchez pas à comprendre. Vous ne jouez pas les justiciers. Ne prenez pas des pseudo-consultants en forensique qui vont vous dire « Je vais regarder qu'est-ce qui se passe sur ton appareil ». Non. Vous déposez plainte
Et si vous faites une analyse numérique de vos équipements, vous le faites devant un huissier avec un expert reconnu. Et ça pourra donner du poids à votre plainte. Mais d'abord, vous déposez plainte. Vous allez voir la gendarmerie, vous allez voir la police nationale, vous avez la plateforme cybermalveillance qui peut vous rediriger. Mais en aucun cas, vous le faites vous-même ou par le cousin, le fils, le pote, le mec qui tient un podcast, par exemple. Non, c'est pas bon parce que ça n'a aucune valeur. Ça va vous conforter dans une certaine logique de « j'ai l'impression qu'on m'espionne ». C'est pas qu'une impression, on vous espionne. Et ben dans ces cas-là, même si on découvre suite au forensique l'adresse IP qui vous fait, etc., pour déposer plainte, il faut déposer plainte. On joue pas au justicier. Voilà. C'était non prévu dans la programmation, mais vu que j'ai répondu à tous les mails, normalement, qu'on m'a envoyé de soutien, celui-ci m'a énormément touché, parce qu'on voit la détresse et la solitude quand on est confronté à ce type de situation, et il faut vraiment aider les personnes. Et les meilleures personnes qui peuvent vous aider, même si au début, l'officier de police judiciaire refuse de prendre votre plainte, vous insistez, il n'a pas le choix. Et c'est pas son sujet, il n'est pas là pour juger, c'est quelqu'un de neutre. Il faut réexpliquer, il faut bien se rendre compte, la victime, c'est vous. Lui, il est là pour faire le job, il fait ce putain de job. Même s'il va essayer de classer l'affaire derrière, etc., c'est pas votre sujet. Et après, vous pouvez commencer à aller plus loin, vous rapprocher d'avocats spécialisés, d'avoir des gens qui vont faire du forensic sur vos équipements pour conforter et monter le dossier. Mais au début, protégez-vous, ne jouez pas aux super-héros, allez voir les forces de l'ordre. Il n'y a qu'eux qui peuvent vous aider. Tous les autres, c'est des charlatans. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 29 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré une table de mixage. Alors c'est mon deuxième studio qui était en cours de montage. Grâce à la cagnotte, je tenais à vous remercier. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Normalement, je serai retourné peut-être dans le sud. On verra. Et prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et on va déposer plainte en cas de cyberharcèlement. Au revoir.